Je suis Grimond Ekem, seigneur de Montaigne, deuxième du nom. Je suis retiré pour mes vieux jours sur mes terres du diocèse de Périgueux. Mais c'est à Bordeaux que j'ai vécu. Le calme de ma campagne me ramène souvent vers l'effervescence de la ville. Quand je contemple la tour de mon château, c'est vers une autre, autrement plus élancée et que j'ai eu l'honneur de voir s'élever, que dérive ma mémoire. Le clocher-tour de l'église Saint-Michel de Bordeaux. Un ouvrage extraordinaire dont la construction a accompagné une large part de ma vie d'homme. La guerre de 100 ans touche à sa fin lorsque je vois le jour dans une riche famille de marchands bordelais. Bordeaux, siège d'un archevêché en la cathédrale Saint-André, mais aussi ville rebelle que notre roi Louis XI surveillait depuis ses châteaux. C'est dans le faubourg de Saint-Michel que notre famille prospère. Ce quartier commerçant en plein essor, avec son port en bord de Garonne, est maintenant le plus riche et le plus peuplé de la ville. La vie quotidienne et les biens matériels de la paroisse Saint-Michel sont gérés par la fabrique. Mon père en est membre et il m'emmène parfois sur l'immense chantier de l'église gothique, commencé il y a plus de 100 ans. Le chevet est terminé et la besogne a avancé jusqu'à entamer la nef. Mais une nouvelle prouesse repose à présent sur les épaules de maître Jean Lebas. À quelques pas de l'église, au-dessus du cimetière, il s'agit d'édifier le plus haut clocher-tour du royaume de France. Dépassant les 300 pieds, plus qu'aucun autre, il incarnera sa principale fonction, accompagner vers les cieux les âmes des morts ensevelis à ses pieds. Une nouvelle génération entre en responsabilité. Mon père est mort l'an passé, et je suis à présent directement impliqué dans l'œuvre de la fabrique. Maître Jean de Lebas prend lui aussi cette année le relais de son père à la conduite du chantier. Il le seconde déjà sur d'autres ouvrages dans la région et sa compétence est confirmée. Nous avons tant à faire pour mener à bien l'église et son clocher. La construction de la tour, démarrée il y a 7 ans, est bien engagée. Les ouvriers ont d'abord ancré dans le sol 6 arches massives avant de commencer à monter la tour. Mon engagement dans la fabrique est à présent entier. Je suis responsable de sa bonne gestion humaine et financière et j'observe quotidiennement le chantier. La tour est maintenant achevée et on amorce la partie haute de l'édifice, sa flèche. Harry Abalo, le maître charpentier, prévoit d'abord 30 jours de travail pour remonter l'échafaudage. Au fur et à mesure que l'ouvrage s'élève, il n'est plus possible de travailler en hauteur l'hiver et les structures sont démontées quand le froid arrive. L'activité de ces derniers mois s'est donc réduite à quelques tailles de blocs que Maître Lebas a sélectionné lui-même dans les carrières du Tourne. Enfin, la flèche s'achève et sa croix est scellée au sommet. L'activité a été intense cette année, les comptes le montrent. 9 maçons embauchés sur le chantier, assistés de plusieurs manœuvres pour acheminer les matériaux au sommet. On ne peut plus passer les matériaux par l'intérieur car le diamètre de l'ouvrage est devenu trop étroit. Cela concerne les pierres, mais aussi tout le métal qui renforce la flèche contre le vent. Cette flèche est autant une œuvre de fer que de pierre. Le chantier est loin d'être terminé. Nombre de choses restent à installer plus bas. Les planchers, les cloches, sans compter que la mise en œuvre de l'église reprend de plus belle. Mais l'achèvement de la flèche marque une étape et une prouesse. Les maçons Guillaume Le Renard et Huguet Bauduchot, qui ont appareillé avec succès les dernières pierres, viennent d'être récompensés de leur travail par des robes fourrées. Un grand repas de célébration est prévu le mois prochain, en octobre, avec Maître Lebas, le maître charpentier Abalo, le maître sonneur, les compagnons maçons. Dès son achèvement, cette tour si haute a inquiété les Bordelais. Au printemps suivant, une commission d'expertise était déjà mandée.
à cause du parler des gens qui disent que le clocher peut s'effondrer. Si les experts ont conclu que celui-ci était, jusqu'alors droit, de fait, très rapidement, le bout de la flèche et les pinacles, victimes des vents et de la foudre, se sont en partie effondrés. Je pressens que ce n'est que le début de l'histoire de cette tour et d'une reconstruction qui promet d'être perpétuelle. Quant à ma famille qui eut pour tradition d'élire sépulture à Saint-Michel, elle continuera sans nul doute son engagement dans le rayonnement de la paroisse et de la ville. Je me nomme Paul Abadie. Je suis né à Paris, le 9 novembre 1812. Fils d'architecte, j'ai moi-même rapidement embrassé la carrière. À l'âge de 33 ans, je fus nommé second inspecteur des travaux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où je collaborais avec l'illustre Eugène Viollet-le-Duc. Puis, mon poste d'architecte pour les diocèses de Périgueux, Angoulême et Cahors m'amena en province où je projetais et bâtis plus d'une 50aine d'édifices. À l'heure où je vous parle, je suis engagé depuis 10 ans sur l'incommensurable chantier de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. À l'aurore de mes 72 ans, en verrai-je la fin ? Le Sacré-Cœur n'est pas le premier défi qu'il me fut donné de relever. C'est à Bordeaux que mes souvenirs m'appellent, et au chantier de restauration de la tour isolée de l'église Saint-Michel. Ce clocher hors œuvre a subi au cours du temps de nombreux dégâts. Tremblements de terre, foudre et ouragans. Amputé de sa partie supérieure en 1768, il offrit quelque temps une terrasse de choix au télégraphe Chappe. Pourtant, ce clocher-tour avait ses protecteurs. L'État le classa monument historique en 1846 et le cardinal Donnet, mon ami, appela une nouvelle fois à sa reconstruction. Quel effet saisissant, immense, devait produire cette tour isolée lorsqu'elle possédait encore sa flèche terminée par une croix élevée à 320 pieds au-dessus du sol. Je présentai donc en 1857 un mémoire exposant un projet de restauration. Ce dernier fut validé par la Commission des monuments historiques de la Gironde l'année suivante. Mais ce n'était que la première étape d'un long et complexe chantier. L'œuvre de restauration paraissait si grande que j'osais à peine le concevoir. C'était un malade condamné depuis longtemps et qu'on laissait mourir. J'avais tout d'abord projeté de simplement restaurer les maçonneries abîmées et de reconstruire les éléments médiévaux disparus. Une fois les 6 contreforts rénovés, je décidai en plus d'ouvrir de grandes arcades à la base. Mais le haut de la tour était fort dégradé. Je décidai donc d'épaissir la base de la flèche et de la renforcer. Je fus certes informé de légères fissures au pied des contreforts, mais cela ne me sembla pas de nature à retarder le cœur du chantier, la reconstruction de la flèche.
L'affaire était plus grave qu'il n'y paraissait. Une commission municipale fut aussitôt constituée et eut la charge de surveiller les travaux. Elle n'autorisa pas la poursuite du chantier tant que la base du monument ne serait pas consolidée. Messieurs, la meilleure chose à faire est de renforcer les piliers par l'intérieur. Ainsi, nous conserverons la silhouette de la tour. Allons, monsieur Abadi, ces renforts vont pousser les piliers vers l'extérieur et vont tout bonnement faire s'écrouler la tour. Non, nous pensons qu'il faut au contraire épaissir les contreforts par l'extérieur. Par l'extérieur ? Mais messieurs, l'aspect de la tour en serait irrémédiablement transformé, alors que j'en proposais à l'origine une restauration archéologique. La commission des monuments historiques et la commission municipale parlent d'une même voix. Monsieur Abadi, vous renforcerez la base de la tour par l'extérieur afin d'en stopper les désordres. De guerre lasse, j'avais accepté les conclusions des commissions. Même la presse me reprochait de ne pas faire suffisamment pour Saint-Michel. Eh bien soit, s'il me faut reconstruire la tour, je ne regarderai pas à la dépense. Je fis donc doubler maçonneries et contreforts avec cette pierre dure que l'on extrait à Saint-Macaire. Je fis également construire une nouvelle tourelle d'escalier et poser au sommet de la flèche une enrayure de fer pour soutenir les 500 kilos de la croix. À la fin de l'été 1865, la flèche fut enfin terminée. Je m'attachai alors à la recherche de sculpteurs pour les 6 statues monumentales qui viendraient terminer mon œuvre, incarnant de grandes figures historiques du diocèse. Enfin, une voûte en briques ferma la chambre des cloches et le beffroi put accueillir son carillon. C'est le cardinal Donnet lui-même qui ordonna la cérémonie du 9 mai 1869. Comme il le dit lui-même, c'est plus que l'orgueil de la paroisse, c'est l'orgueil de la cité dont il était question ici. Je me plus alors à lui répondre que dorénavant, ce clocher n'appartenait plus exclusivement à la ville de Bordeaux. Il était à la France, témoignant de la grandeur et de la variété de son génie. Surnommé la Flèche par les habitants de Bordeaux, ce monument historique que l'on peut visiter est en réalité un clocher-tour isolé de sa basilique, Saint-Michel de Bordeaux. Héritière autant du XIXe siècle que du Moyen-Âge, elle est un véritable phare dans le paysage. Sa hauteur de 114 mètres en fait un patrimoine majeur de la ville, mais aussi une fragilité. La Flèche est vulnérable, depuis toujours, aux aléas climatiques. Patrick Della Libera, chargé du patrimoine monumental et mobilier pour la ville de Bordeaux. En décembre 1999, la tempête Martin frappa la France et Bordeaux ne fut pas épargné. Des vents violents ébranlèrent les pinacles du clocher de la basilique Saint-Michel et il s'ensuivit une inspection qui révéla la présence de fissures en haut de sa flèche. À partir de là, la flèche fut sous surveillance, d'abord par des relevés des cordistes et puis après la mise en place d'appareils relevant automatiquement les données. L'ensemble de ces données sur plusieurs cycles saisonniers conclurent à l'ouverture régulière et irrémédiable
de ces fissures. Et la ville, en 2013, lança un diagnostic qui confia à Michel Goutal, l'architecte en chef des monuments historiques, pour sculpter, modéliser ce clocher, essayer de comprendre ces pathologies, évaluer le risque, et puis proposer donc des mesures de restauration, de conservation. Michel Goutal, architecte en chef des monuments historiques. Ces fissures étaient déjà anciennes puisque en envoyant les cordistes voir ça de près, on s'est aperçu que ça avait déjà été réparé au ciment et que ces réparations au ciment elles-mêmes avaient lâché à nouveau. Et la présence de ce ciment, lorsqu'il y a eu des écartements, il y a eu des petits éclats et vous avez un effet de cliquet, si vous voulez, qui fait que ça s'ouvre. Vous avez le coin qui ferme, donc ça ne peut pas se refermer complètement et ainsi de suite. Donc ça n'est pas la cause, mais ça a accentué. Et il y a également la présence de fer dans la construction. Vous avez la croix, vous avez les pièces métalliques qui tiennent la croix. Donc ça, on sait que ça provoque des fissures. Donc ça, c'est localisé, on sait ce que c'est. Et quand tout sera échafaudé, quand on aura vraiment le nez dessus, on fera encore une observation un peu plus fine pour savoir s'il n'y a pas de pièces métalliques résiduelles qu'il faudrait quand même traiter. La santé de la flèche est alarmante. Mais c'est un phénomène encore plus inquiétant qu'elle doit affronter. On a fait une étude assez complète. Donc on a fait la corrélation entre le vent et les déformations. Ce n'était pas lié au vent, ça aurait pu, hein, vu la hauteur, ça n'était pas lié au vent. Et en fait, c'est une question d'ensoleillement. Vous avez une face qui est au soleil qui se déforme, qui s'allonge, puis vous avez le côté à l'ombre qui, lui, ne bouge pas. Et donc, ça fait comme un effet de banane, si vous voulez, et ça fait craquer une partie des parties hautes. Donc on a fait des modèles informatiques qui confirment bien ce comportement. Pour soigner la flèche Saint-Michel, une première phase de travaux est décidée sur la moitié supérieure. Le monument doit être sécurisé. Les opérations effectuées sont classiques dans la restauration d'un clocher. Mais la hauteur à laquelle se déroulent les interventions et les échafaudages nécessaires en font un chantier exceptionnel. L'échafaudage que l'on a, il est indépendant de la tour. Ça, c'est très important de savoir. C'est-à-dire qu'il a ses propres fondations, comme le sol n'est pas sûr partout. Donc on a mis des micropieux, on a mis des semelles en béton. Sur la semelle en béton, on a mis un fût en charpente métallique extrêmement rigide, comme un tube. Hein, bon. Et puis sur ce tube qui se finit par une plateforme, eh bien, il y aura un échafaudage qui viendra par-dessus, et tout ça est libre par rapport à la flèche, et c'est calculé pour qu'il puisse y avoir au maximum une vingtaine de centimètres de déplacement. Et s'il y avait une tempête et qu'on était au maximum de ce déplacement, eh bien on serait juste au contact avec la flèche, mais sans effort sur elle. Une fois que tout cet échafaudage compliqué sera mis en place, donc il y aura une intervention sur la pierre de taille, puisqu'il y a pas mal de pierres qui sont cassées, qu'on va devoir remplacer ou brocher. On va rajouter des renforcements métalliques, mais qui ne seront pas inclus dans la pierre. Donc en fait, il y a comme deux sous-chantiers. Il y a un chantier très particulier en partie haute. Et puis après, dans la moitié inférieure, je dirais, on est dans une restauration plus classique. Vous avez des pinacles qui sont très exposés, le vent, la pluie, le soleil. Puis un élément important qu'on devra observer, c'est bien s'assurer que le passage de la croix, qui est énorme, on ne se rend pas compte, mais la croix, c'est un immeuble de 3 ou 4 étages. Hein. C'est plus en bas, évidemment. Ça semble léger, mais c'est un élément énorme, et qui traverse un bloc de pierre, enfin des blocs superposés de pierre qui font 5 à 6 mètres de haut. Donc il y a un trou au milieu de tout ça, et il y a la base de la croix qui traverse tout ça, qui rentre dans le creux de la flèche et qui arrive sur une pièce métallique. Donc c'est très important de bien s'assurer qu'on n'a pas de la rouille qui est à la limite de faire craquer la pierre sans l'avoir faite. Aujourd'hui, il n'y a pas de fissure à ce niveau-là. Vous avez un certain nombre de métiers qui vont intervenir, bien sûr des spécialistes de la pierre, remplacement de pierre, réfection des joints. Et puis alors en partie basse, il y avait les dernières chambres étaient fermées à l'origine, et donc nous allons rétablir ces fermetures, et donc on aura des maîtres verriers qui vont intervenir également sur ce sujet.
Ce chantier d'ampleur, où se rencontrent technologie et métiers traditionnels de la restauration, est indispensable pour la sécurité de la Flèche Saint-Michel et de son quartier. Au-delà de la nécessité, cette restauration promet aussi de rendre aux Bordelais, dans toute sa majesté et pour longtemps, un monument emblématique de leur patrimoine.